en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, vers les bons esprits, pour les remercier de cette opportunité que nous avons aujourd'hui de nouveau d'être réunis, malgré le confinement, malgré la pandémie, toutes les difficultés, pour pouvoir étudier quelques aspects encore sur la médiumnité, faculté humaine qui existe depuis que l'être humain existe, que nous puissions bien comprendre ce phénomène pour pouvoir, si c'est notre cas, le pratiquer sûrement et sainement et que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Donc, vous avez le calendrier. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous avez le calendrier. Donc, on est toujours dans ce module 4. Hein, c'est le dernier guide d'études, hein, qui parle des médiums. Donc, la semaine dernière, on avait vu la médiumnité chez les enfants. Hein, donc, vous avez peut-être vu aussi la conférence qu'avait donnée Morissette sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, on va voir quelle est l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques. Donc, c'est un sujet qui, à mon sens, est assez fondamental. Et c'est même le sujet principal qui concerne les médiums, justement pour que les médiums soient conscients de comment est-ce qu'ils influencent en bien ou en moins bien les communications qu'ils reçoivent. Et aussi le milieu, quoi, c'est-à-dire les réunions médiumniques, on peut difficilement les faire n'importe où. Voilà, il faut que je surveille la salle d'attente. Voilà. Voilà. Donc, c'est le dernier. Puis la semaine prochaine, c'est Pâques. Donc, vous voyez, là, la date, elle est en rouge dans le calendrier. Ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, pas une anormalité, mais quelque chose de... Voilà, c'est parce que tout simplement, bon, je me suis dit, on ne va pas faire un cours le dimanche de Pâques. Hein. Donc, le prochain cours, il sera dans 15 jours, c'est-à-dire le 11 avril, hein, et pas le 4. Voilà. Donc, en quoi consiste l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques, hein? C'est ce qu'on va essayer d'approfondir aujourd'hui. Et donc, pareil, Kardec, il avait posé toutes ces questions, hein, dans le livre des médiums. Vous avez, je répète, hein, c'est quand même, le livre, c'est là maintenant, hein, non, c'était en janvier que le livre des médiums, il a fait 160, 160 ans, voilà, de 1861 à 2021, ça fait 160 ans. Mais c'est toujours encore le traité le plus complet où vous trouvez le plus de choses et le plus de sources sur le sujet. Voilà, donc Kardec il demande, l'esprit incarné dans le médium exerce-t-il une influence sur les communications qu'il doit transmettre et qui proviennent d'esprits étrangers? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est un filtre qui restitue, un intermédiaire qui restitue parfaitement ce que l'esprit veut communiquer, ou est-ce qu'il exerce une influence sur ce qu'il transmet, hein, par voie médiumnique? Réponse, oui, car s'il ne leur est pas sympathique, donc si le médium n'est pas sympathique ou n'a pas d'affinité, si vous préférez, avec les esprits qui veulent se communiquer, hein, il peut altérer leurs réponses et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants, mais il n'influence pas les esprits eux-mêmes. Ce n'est qu'un mauvais interprète. C'est court comme réponse, mais il y a du monde là-dedans. Hein. Voilà. Donc, s'il leur est pas sympathique, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'affinité entre les esprits qui se communiquent et le médium peut altérer leur réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont lui dire quelque chose et le médium, il va transcrire quelque chose qui sera altéré, qui sera un peu différent, hein, et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants. C'est-à-dire que
le médium il va altérer le message transmis par les esprits à ses propres penchants à lui, hein, et à ses propres idées à lui. Et donc, c'est là où on voit que ben, la communication de l'esprit voulait dire quelque chose et en fait, le médium, il restitue autre chose, hein, ou quelque chose qui est altéré. Hein. Il ne dit pas contraire, ce n'est pas forcément l'esprit dit blanc et le médium va écrire noir. Mais si les esprits veulent écrire blanc et que le médium, entre guillemets, ses propres idées, c'est plutôt noir, eh ben le message, il va sortir gris. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il sera gris plus ou moins clair et foncé selon ce degré d'affinité. Voyez. Et c'est pour ça que je suis passé peut-être plus loin. Ce qu'on dit toujours, c'est que quand on a un médium bleu, eh ben, toutes ces communications seront teintées de bleu. Et quand on a un médium rouge, ben, toutes ces communications seront teintées de rouge. Vous voyez, c'est une manière comment dire, d'illustrer ces choses et que, en fait, pratiquement tous les médiums, ils influencent un peu les communications qu'ils reçoivent. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, naturel, je dirais même normal. Hein. Chico devait certainement aussi influencer les communications qu'il recevait, mais il les influençait très peu, surtout quand c'était des communications d'Emmanuel ou d'André Louis, où il y a quand même eu ce travail de sympathie, hein, ou comment dire, d'affinité qui s'est établi avec le temps. Hein. Et quand vous lisez la biographie de Chico, vous voyez que André Louise, il est resté presque, enfin, plusieurs années à côté de Chico, au point où Chico a demandé à Emmanuel un jour, mais celui-là, là, c'est qui? Hein, c'est qui cet esprit qui est tout le temps là avec nous? Et Emmanuel lui avait dit, bah, ça c'est un esprit qui va bientôt écrire par toi. Et donc là, il est dans cette phase justement de rapprochement avec toi pour que ce qu'il voudra communiquer, ça passera mieux. Voilà. Et donc, vous voyez toute. Alors, il y a Fernanda, Philippe. Et donc, vous voyez qu'il y a tout ce travail, en fait, qui se réalise. Hein, voilà, et que le médium, qu'on le veuille ou pas, il influencera toujours. Alors, ce qu'on peut dire, alors un bon médium, alors bon dans le sens de la faculté médiumnique, hein, pas bon dans le sens de l'évolution morale, bien qu'il y ait un lien, comme on va le voir plus tard, eh ben, il y aura peut-être 30% de lui et 70% de l'esprit, et puis le mauvais médium, c'est-à-dire celui qui influence beaucoup les messages, ben, dans les communications, il y aura 70% de lui et 30% de l'esprit. Voyez. Et alors, quand on observe les communications que reçoit un médium, hein, au départ, on se rend toujours compte, ah ben non, attends, ça vient de lui. Hein. Alors voilà, donc pas forcément, mais c'est peut-être, ben, il y a 70% de lui dans le message. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les communications d'un même médium, ben, souvent, il y a des choses qu'on retrouve, hein, alors que quand c'est le même esprit par un autre médium, ben, on verra des caractéristiques qui sont différentes. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut savoir, hein, dans la médiumnité et qu'il faut prendre en compte dans l'analyse des phénomènes, des communications qu'on reçoit. D'accord? Alors, voilà. Donc, il n'influence pas les esprits eux-mêmes, évidemment, parce que les esprits, ils ont leur caractère, ils ont leur libre arbitre. Hein. C'est pas le premier venu qui va vous influencer, vous. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est juste un mauvais interprète. Hein. Et après, il y a le fameux exercice qu'on voit faire de temps en temps avec un cercle de 10 personnes. Hein. Il y a une personne qui dit quelque chose à l'oreille du suivant, qui ensuite va répéter au suivant, etc. Et au bout du 10e, le message qui ressort, il a parfois plus grand-chose à voir avec le message du départ. Et en fait, vous voyez ce qui se passe entre un carnet, ben c'est un petit peu ce qui se passe dans les communications médiumniques. C'est un principe qui est similaire. D'accord? Voilà. Après, Kardec il continue et demande, est-ce là, hein, donc la cause de la préférence des esprits pour certains médiums? Réponse, il n'y en a pas d'autre. Ils cherchent l'interprète qui sympathise le mieux avec eux et qui rend le plus exactement leurs pensées. Et Kardec montre ça, il avait pu l'observer justement parce que
il y avait plusieurs médiums à la Société parisienne des études spirites. Donc, certains esprits communicants se communiquaient essentiellement à travers le même médium pour cette raison qu'on vient d'expliquer, même si certains esprits comme Saint-Louis ne se communiquaient pas toujours par le même médium. Vous voyez, ils se communiquaient parfois par d'autres médiums. Et les esprits, ben, voilà, quand il y a plusieurs médiums, ils vont aller prendre et utiliser celui qui est le plus en affinité avec eux. Et celui qui déformera le moins le message qu'ils veulent transmettre. D'accord? Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est le fait que le médium, il modifiera forcément un petit peu au moins le message des esprits. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il le déforme? Donc on a vu cette question d'affinité, mais aussi ce qu'on va voir maintenant. Donc la question du développement, du développement moral du médium. Hein, donc Kardec demande, le développement de la médiumnité est-il en raison du développement moral du médium? Hein? Donc, est-ce que quand le médium fait un travail pour son évolution morale, est-ce que sa faculté médiumnique, elle sera plus ouverte ou plus forte? Hein? Réponse, non. La faculté proprement dite tient à l'organisme. Elle est indépendante du moral. Il n'en va pas de même de l'usage qui peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium. Donc, vous voyez, là encore, la réponse, elle est courte, simple et extrêmement claire, quoi, hein. La faculté médiumnique proprement dite tient à l'organisme. Donc, il y a quelque chose dans l'organisme, c'est là où il y a des recherches qui ont été faites récemment, hein, notamment avec ces histoires de glandes pinéales, avec certains cristaux qui sont plus ou moins nombreux dans la glande pinéale, donc des cristaux qui ont des propriétés magnétiques et certains chercheurs ont remarqué que chez les médiums, ben, voilà, il y a plus de ces cristaux que chez ceux qui ne sont pas médiums. Donc, ils se sont dit, ben, ça y est, voilà, ceux qui sont médiums, c'est ceux qui ont plus de cristaux dans la glande pinéale. Mais après, bon, il y a d'autres études qui ont été faites récemment qui prouvent qu'il y a des gens qui ont encore plus de cristaux que ceux qui sont médiums, alors qu'ils ne sont pas médiums du tout. Vous voyez? Donc, on n'a pas réussi, ça, c'est pas encore la science, il faut encore qu'elle cherche. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas moi, passer un scanner sur une personne pour savoir si elle est médium ou pas, hein, ou un IRM. Donc, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans notre organisme qui fait qu'une personne, elle a une faculté médiumnique plus ou moins sensible que d'autres, hein. Donc, il y a cette hypothèse de la glande pinéale qui est valable, hein, mais qui, encore une fois, reste à confirmer, reste à prouver, puisque voilà, c'est pas forcément aussi simple que ça. Et moi, je dirais, ben, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose donc, dans notre organisme qui caractérise le fait que l'esprit de la personne a plus ou moins de facilité à se dégager un peu de son corps, hein. Et donc, voilà, ça, c'est pas sûr que ce sera avec des scanners ou avec des IRM qu'on le trouvera, hein. Ce sera peut-être avec les futurs instruments qui permettront peut-être un jour de détecter ou de voir l'influence du Père-Esprit, hein, sur nous, hein, parce que en fait, c'est ça, hein, il faut que l'esprit du médium puisse, comment dire, se dégager un peu du corps, hein, comme par exemple les sorties de corps, hein, les expériences hors du corps. Et donc, à quoi ça tient dans l'organisme? Ben, ça reste encore à étudier et à trouver. Voilà. Donc, ça, c'est la faculté proprement dite qui tient à l'organisme, encore une fois, et qui est indépendante du moral, hein, parce que là aussi, vous avez des gens qui sont moralement élevés et puis qui sont tout souffreteux, hein, ou qui ont un organisme malade, et vous avez des esprits qui sont moins élevés, qui ont un organisme, comment dire, bien développé et parfait, hein. On peut pas, on mesure pas l'évolution morale d'une personne à sa beauté, à sa force physique, hein. C'est pas du tout ça. Donc là aussi, il n'y a pas de lien direct dans ces deux choses. Je dirais même plus, l'esprit élevé, ben, il évitera d'avoir un corps
entre guillemets, qui pourrait lui poser des problèmes, quoi. Ou le dévier, plutôt je vais le dire autrement, qui pourrait le dévier de sa mission, hein, au lieu de se dévouer à une mission spirituelle, qui se dévouerait à une mission plus matérielle ou corporelle, quoi. Après, il dit, il n'en va pas de même de l'usage, c'est-à-dire l'usage, c'est qu'est-ce que le médium fait avec sa médiumnité. Et donc, ben, il peut s'en servir dans un but plus ou moins bon, suivant ses qualités morales. Donc, le médium qui travaille à son évolution morale, ben, c'est lui qui va utiliser au maximum la médiumnité pour faire le bien, pour transmettre des enseignements, pour faire évoluer l'humanité, pour évoluer lui-même, hein, appliquer les conseils que les esprits, son guide spirituel en particulier, lui donnent. Hein. Alors que le médium qui est moralement moins élevé, il va se dire, tiens, ben, je pourrais peut-être gagner de l'argent avec ça, etc. Ou alors, tiens, ben, il y a quelqu'un qui... Alors ça, c'est, comment dire, la magie noire et puis toutes ces choses-là. Hein, et les gens qui commencent à vouloir jouer, et en général, c'est toujours en gagnant de l'argent, hein, pour des raisons matérielles, hein, ou pour commencer à utiliser la médiumnité dans le sens négatif. Donc, on voit là clairement aussi que l'évolution morale, le développement moral du médium a effectivement un effet très très fort sur sa médiumnité. D'accord? Pas la médiumnité proprement dite, mais ce qu'il en fait. Voilà. Alors, le point suivant, qui est toujours du livre des médiums, donc Kardec, il commente ou il nous dit, si le médium, au point de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument, un intermédiaire, hein, il exerce sous le rapport moral une très grande influence, puisque pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium. Cette identification ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie, la sympathie qu'on avait vue à la première question, et, si l'on peut dire, affinité. Voilà. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance. Donc ça, c'est la loi des affinités. Hein. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si le médium il a des mauvais penchants, ben, ces mauvais penchants vont repousser les bons esprits et au contraire attirer les esprits qui ont les mêmes mauvais penchants que lui. Voyez. Donc ça aussi, c'est une des difficultés. Hein. Un médium égoïste, les esprits généreux, ils n'arriveront même pas à s'approcher de lui. Hein, parce que, encore une fois, pour qu'il y ait contact médiumnique, il faut qu'il y ait, comme il dit, là, une assimilation, hein, une sympathie ou une affinité. Sinon, la communication, voilà, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hein. Si vous réglez votre radio sur 90 MHz, vous n'allez pas capter le 95 MHz. Hein. En fait, c'est ça. C'est exactement la même chose qui se produit. Et donc, c'est là que joue énormément donc, la question du développement moral du médium. Alors, il continue. Voilà, donc attraction ou répulsion selon leur degré de similitude ou leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. Ah oui. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Vous voyez l'influence capitale. S'il est vicieux, les esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Donc là, c'est... Bon, après, nous, il ne nous appartient pas de juger. Enfin bon, on arrive quand même à voir, quand on connaît une personne ou un médium, savoir si c'est une personne qui est plutôt charitable ou plutôt difficile ou plutôt égoïste ou plutôt autoritaire ou plutôt impulsive ou plutôt calme, humble. On arrive à le voir. Et ça c'est un point qui est fondamental. Pourquoi? Parce que voilà, le médium qui est orgueilleux, les bons esprits arriveront très difficilement à se communiquer par lui. Je ne dis pas qu'ils n'y arriveront pas, hein, mais comme il le dit ici, les esprits inférieurs ou orgueilleux, hein, viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
ben voilà, le médium qui est orgueilleux, ben il y aura un fort risque que ce soit un de ces esprits-là qui prennent la place de celui et qui essaieront de se faire passer pour celui qu'on a appelé. Voilà. Fabrice? Oui, bonjour et désolé pour le retard. Je voulais savoir, les bons esprits n'ont pas, comment dire, n'ont pas autorité sur les esprits inférieurs. Je veux dire, ils ne peuvent pas imposer quelque part leur autorité en disant, comme ici, comme dans le monde corporel, où certaines personnes ont plus d'autorité que d'autres, dans le monde spirituel, les bons esprits n'ont pas forcément autorité sur les esprits inférieurs. Ben, ils ont l'autorité. Ils ont cet ascendant moral, ce qu'on appelle l'autorité morale, hein, Ah oui, ce n'est sur qu'une les autorité mauvais esprits. morale. Par contre, ils vont aussi respecter le libre arbitre. Donc, est-ce qu'ils auront une autorité sur le médium qui est orgueilleux? Pas Le sûr. médium qui est orgueilleux, il faut qu'il travaille lui-même son orgueil, hein. Les bons esprits ne vont pas lui enlever comme ça du jour au lendemain. Bon, alors, ils vont peut-être trouver un moyen pour le toucher à un moment donné clé où il faut qu'il transmette quelque chose par lui. Hein. Mais les, si le médium il fait rien pour il fait pas de réforme morale, il fait pas le nécessaire justement pour arrêter d'être orgueilleux, ça durera pas longtemps. C'est pour ça qu'ils peuvent. Mais bon, après, si à côté, ils voient un chicot ou ils voient un médium qui est humble et tout, ben, ils vont aller utiliser l'autre, hein. Ils ne vont pas aller contredire. Enfin bon, ils vont attendre justement que l'autre médium qui est encore orgueilleux, même s'il a une faculté qui est entre guillemets, d'un point de vue organique, très, très favorable, ben, c'est le côté orgueilleux qui va tout gêner. D'accord. Et ça, c'est pour ça qu'on dit toujours, hein, mais pourquoi, si je suis médium, il faut que je fasse encore plus que les autres, entre guillemets, un travail de réforme morale, ben, c'est essentiellement à cause de ça. Enfin, pour cette raison-là, vous voyez. Mhm. D'accord. Hein, c'est pas, on ne dit pas ça comme ça uniquement, bah, ils en profitent parce que je suis médium pour me pousser, me faire la bonne parole, pour prêcher, etc. Non, là on voit exactement si tu veux transmettre, le médium qui veut transmettre des communications de bons esprits, ben, il faut qu'il fasse un travail. Voilà, il ne peut pas aller au bistrot. Voilà, c'est pas. C'est là où on voit que, ben, au niveau justement de ces affinités fluidiques, ben, le problème que ça pose, hein. Et donc, ce sera un médium qui sera moins fiable, entre guillemets, en termes de communication, de l'origine des communications qu'il transmet, que celui qui, au contraire, fait tout le travail, tout ce qui est en son pouvoir, tous ses efforts possibles et imaginables pour s'améliorer. Voilà. D'accord. Donc, on ne demande pas à un médium d'être parfait, parce que ça n'existe pas, hein, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais donc de faire des efforts pour devenir meilleur et corriger ses défauts. D'accord. Et donc, c'est là où, vous voyez, on est vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. L'influence morale du médium, elle est capitale. D'accord? Parce que c'est sûr que l'esprit jaloux, envieux, orgueilleux, ben, les esprits vont venir et profiter de cette porte ouverte et puis donc apporter des messages qui vont dans le même sens. C'est pour ça que je vous disais, on parlait tout à l'heure de ce groupe-là de Nancy, ben voilà, on est les seuls, enfin, ça c'est quand j'avais encore des contacts avec eux, on défie quiconque de prouver qu'il y a des médiums ailleurs que chez nous. Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais vous êtes allé voir dans les autres groupes? Non, ce sont les esprits qui nous l'ont dit. Ah bon? Vous voyez, typiquement, là, on sent il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et puis là, ce n'est pas au niveau d'un médium, mais c'est au niveau de tout un groupe. Donc, vous voyez, ce processus de fascination, il peut être collectif, hein. Voilà, parce que sur la Terre aussi, hein, qui se ressemble, s'assemble. Pourquoi je suis jamais resté dans ce groupe? Ben, parce que je me sentais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, hein. C'est pour ça que ben, je suis pas resté. Donc, si moi-même j'avais été orgueilleux et puis avide de révélations sur la raie géante de Djibouti avec les esprits Cousteau, De Gaulle et je ne sais quoi, je serais peut-être resté. Mais j'avais déjà suffisamment vu et compris de choses sur le spiritisme pour ne pas rester là-bas. Voilà. Et puis j'avais tout de suite vu que, attends, Kardec, il écrit ça et eux, ils font autre chose. Donc, c'est ou Kardec a raison et ils ont tort, ou c'est eux qui ont raison et Kardec qui a tort. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore Kardec qui a raison, hein, puisqu'il y a
dizaines de millions d'admirateurs dans le monde. Alors que eux, bon, ben, c'est un groupe isolé, voilà, qui a peut-être quelques centaines d'adhérents, mais ça en reste là. Voilà. Alors, point suivant, toujours dans le livre des médiums, hein, qui parle vraiment de ce sujet d'une façon magistrale. Et ça, c'est vraiment le sujet qu'on ne trouve pas toujours. Alors, Léon Denis, oui, dans l'invisible, spiritisme et médiumnité, il parle énormément de ce sujet-là aussi. Mais après, vous voyez plein de livres sur la médiumnité, ils effleurent, ils passent assez rapidement sur ce genre de sujet. Hein. Alors, les esprits supérieurs cherchent-ils à ramener les réunions futiles à des idées plus sérieuses? Donc, tu vois, Fabrice, ça répond un petit peu à la question. Hein. Réponse, les esprits supérieurs ne vont pas dans les réunions où ils savent que leur présence est inutile. Alors, boum, voilà la réponse, elle est un peu brutale, un peu sèche de la part des esprits, mais en fait, c'est ça. Hein. Parce que les réunions futiles, ben voilà, les gens qui cherchent à s'amuser ou qui veulent des communications, des révélations sur des trésors ou qui attendent le big message, voilà, ben, ils n'y vont pas, quoi. Hein. Par contre, là où on dit, ben voilà, il y a plein de gens qui sont malades, comment on peut les aider, ou là, on a fait une étude sur tel sujet, comment est-ce qu'on pourrait approfondir et tout, ben, c'est autre chose. Et donc là, forcément, et là, vous voyez, ça, on est dans l'influence du milieu. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de ces groupes de Nancy, mais c'est valable aussi. Quel est le but du groupe? Hein? Donc, l'influence du milieu, c'est l'influence, en plus du médium, donc des personnes qui sont autour de lui. Hein? Et ça peut être aussi l'influence du local lui-même. Hein? Et ça, c'est quelque chose bon, on n'en parle pas directement ici, mais c'est sûr que si vous louez une salle, encore une fois, dans un bistrot où la veille, il y a eu une fête de vin ou de buveurs de bière ou quelque chose comme ça, bon, là, comment dire, l'influence du milieu se fera aussi sentir. Hein, ça donnera plus de travail autant au groupe qu'aux esprits qui sont là. Et ben parce que ben forcément, le groupe qui était là avant a attiré des esprits, et puis parmi ces esprits, il y en a peut-être qui sont encore là. Vous avez l'ambiance, les fluides, etc., qui sont encore imprégnés de ce qui s'est passé la veille, vous voyez. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est pour ça que idéalement, ben les groupes spirites, ben, ils ont un local, ils font les réunions du médiumnique dans le local, ou toujours le même, donc avec les prières au bout des semaines, des mois, ben, le local, en fait, il y a toute une ambiance fluidique qui se crée et qui est favorable aussi à la médiumnité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les lieux qu'on loue, et ça c'est malheur, ben, pour le groupe de TAN, on va y arriver, hein, on y est, hein, on n'a plus de local fixe, donc on est obligé de louer un local, mais après on ne sait jamais qui c'est qui était là les jours précédents, etc. Donc, est-ce que c'est plus ou moins bénéfique ou pas? Et ça demande peut-être un peu plus de temps de préparation, plus de prières, de lecture au départ, voilà. Mais ce sera forcément moins facile pour les esprits qu'un local dédié, mais qu'on peut malheureusement pas toujours avoir. Après, il y a un long débat aussi qu'on voit partout. Est-ce qu'on peut faire des réunions chez soi, à la maison, ou chez quelqu'un, hein, se réunir chez quelqu'un? Il faut savoir qu'en Europe, souvent, il n'y a pas d'autre choix. Vous avez beaucoup de groupes. Regardez par exemple le groupe d'Agen, pour ceux qui le connaissent, hein, Gérard entre autres. Ben, les réunions se font dans la maison de Jean-Pierre Pipineau. Hein, c'est dans son domicile. Voilà. Alors, il y en a moi personnellement, je dis, ben, voilà, à partir du moment où dans ce lieu-là, ben, ils font des prières, etc., ben, ce sera même bénéfique pour son domicile. Hein, même si parfois il y a des esprits inférieurs qui sont amenés pour les aider, pour les libérer, etc. Hein, le fait qu'il y a des prières et tout, l'ambiance du local fait que ça posera aucun inconvénient. Si au contraire, ben, ce sont des réunions futiles ou s'il n'y a pas la protection nécessaire et tout, effectivement, on pourra appeler des esprits qui viendront et qui se diront, tiens, ben, c'est pas mal ici, je vais rester pour embêter les gens. Hein, vous voyez? Donc, encore une fois, ça dépend ce qu'on fait avec. Mais le domicile de quelqu'un, c'est à la limite, hein, les personnes qui font l'évangile au foyer, etc., c'est un lieu qui peut être extrêmement propice aux bonnes communications médiumniques. Et c'est Kardec lui-même qui nous a donné l'exemple, hein, puisque
Donc, il réunissait la Société parisienne des études spirites dans le local qu'il y avait au rez-de-chaussée là, du passage Sainte-Anne. Hein, donc, ça, c'était le local où on faisait les réunions, mais où fonctionnait aussi, il y avait les libraires qui venaient pour récupérer les livres, les revues spirites, etc. Hein. Il fonctionnait aussi, quelque part, les activités éditoriales hein, que faisaient Kardec et Amélie. Hein, mais c'était un local donc, qui était propice aux réunions. Mais il faisait aussi les week-ends à la campagne, comme il disait, chez lui, c'était avenue de Ségur. Hein. Avenue de Ségur, aujourd'hui, c'est derrière la Tour Eiffel. À l'époque, la Tour Eiffel n'existait pas. C'était un endroit où il y avait plein de jardins, quoi. C'était très vert. C'était dans l'enceinte de Paris, mais c'était considéré comme la campagne, comme les jardins. Et il faisait des réunions donc chez lui, hein, puisque le week-end, il y a quelques personnes qui étaient proches de lui, qui venaient régulièrement le voir, hein, passer un jour ou même le week-end en famille, en quelque sorte, quoi. Et c'est là maintenant qu'on a retrouvé, comment dire, des documents originaux, des communications qu'il y a pu y avoir dans ce lieu-là. Et c'est là où vraiment les esprits, ils aidaient le plus Allan Kardec pendant les moments difficiles. Donc, là aussi, ça prouve que les réunions chez soi, ça peut fonctionner, voilà. Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait avec. Gérard? Oui, je voulais dire, quand on fait une réunion chez soi, qu'elle soit spirite ou pas spirite d'ailleurs, de jamais oublier de faire une prière avant pour demander l'assistance des bons esprits et après pour remercier. Et juste souligner que lorsqu'on fait une prière, ben, tous les mauvais esprits, ça les fait fuir, ils ne supportent pas. Et dès qu'on prononce le nom de Dieu ou autre, ils ne supportent pas et ça les fait fuir. Voilà, donc ce qui permet d'avoir d'abord une protection et puis aussi attirer une bonne ambiance. Voilà. Donc ça, je pense que c'est primordial à tout moment. Voilà, l'influence du milieu. Maintenant, moi, je mets un petit peu un bémol par rapport à ce que tu dis, que les prières, Oui. ça fait fuir les mauvais esprits. Il faut que ce soit bien sûr des prières hein, par la pensée, par le cœur, plus que par les simples paroles. Hein. Et ensuite, il faut faire attention parce que les mauvais esprits, il ne faut pas les sous-estimer. Hein. Il y en a qui sont extrêmement intelligents tout en étant, entre guillemets, mauvais. Des esprits qui sont tout à fait capables de te faire des copier-coller de l'Évangile, de Kardec, de Bézéra, de Chico, de je ne sais quoi. Hein. Dans une communication médiumnique, et puis qui d'un coup, paf, hop, il te balance un truc hein, c'est la technique de manipulation bien connue. Hein, on te dit 9 choses qui sont vraies, donc tu dis ah bah oui, effectivement, ouais, effectivement, effectivement. Et du coup, la 10e chose, toi, tu fais pas attention, oui, effectivement, et puis la 10e chose, par contre, elle n'est pas vraie, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut Donc, toujours être vigilant quand même. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. La prière seule ne Oui. suffit pas. Oui. Et encore, Oui. si tu fais un égoïste qui fait une prière, ben, c'est bien qu'il fasse une prière. Mais si l'égoïsme reste, l'effet de la prière durera forcément Ah, moins c'est longtemps et pas évident. forcément le temps de la séance, tu vois. Si la prière est suivie de mauvaises choses, ça ne marche pas. C'est Voilà. Donc, vrai. Oui, tout est relatif, tout est relatif. C'est pas si tranché que ça, bien sûr. Mais c'est mieux exactement. de la faire que de ne pas la faire. Voilà. Voilà. Et les esprits, comme l'écrit Morissette, hein, les esprits manipulateurs, ils connaissent très bien la prière, ils connaissent très bien, ils connaissent la philosophie spirit hein, de A à Z, parfois mieux que nous. Hein. Mais voilà, et on l'a vu déjà à l'époque de Kardec. Hein, c'est quand il y a eu quand quand on en a un peu parlé hier, hein, il y a eu une question sur ce sujet. Quelle était la période la plus difficile pour Kardec? Donc on est tombé plus ou moins d'accord que c'était 1865, hein, quand il était physiquement très malade et qu'il y a eu, comment dire, des attaques de ces esprits, entre guillemets, religieux, hein, catholiques ou autres, donc, qui ont senti le danger du spiritisme, notamment quand Kardec a publié l'Évangile selon le spiritisme, et qui se sont mis à attaquer. Alors, ils ont essayé d'attaquer Kardec. Hein. On voit dans certains documents originaux qu'il y a des moments vraiment lui-même se pose, il hésitait. Hein. On sentait qu'il était sous pression, par exemple, pour déclarer le spiritisme en une religion officielle. Heureusement, il a toujours su résister à ces pressions-là. Par contre, autour de lui, il y a j'ai encore les noms ici, il y a Madame Costel, Monsieur Dambel, Monsieur Didier Fils, Monsieur Rose,
qui étaient des médiums qui avaient, comment dire, fait des contributions fondamentales dans plusieurs de ses livres et tout, et qui, eux, que ces esprits-là ont réussi à, entre guillemets, à leur mettre le grappin dessus et à les dévier. Voilà. Et donc, ils ont quitté, et Dambel, mais il a même trahi Kardec, hein, puisqu'il a fait une revue concurrente à la revue Spirit. Voilà. Et d'ailleurs, M. Dambel, qui était le secrétaire particulier de Kardec au début, hein, pendant des années, quelques années plus tard, il s'est suicidé, quoi, parce que sa revue n'a pas fonctionné, il y avait des dettes, enfin, c'était un peu... Je compare un peu avec... Alors, Judas, c'est peut-être un peu fort. Bon, je ne connais pas plus M. Dambel, qui c'était que ça, mais le fait d'avoir trahi, etc., il a dû avoir des remords plus tard, et voilà, il a fini de façon tragique. Voilà. Après, bon, il y a eu ça, j'ai parlé aussi hier dans la conférence de Bordeaux. Hein. Bordeaux, ça avait très bien commencé avec M. Sabot, et il y avait beaucoup de groupes à Bordeaux qui marchaient super bien, mais très vite, hein, dès 1861, il y avait déjà quelques orgueilleux perturbateurs qui étaient là et qui ont fait que, voilà, notamment Roussin, qui est un illustre inconnu en France, personne ne le connaît. Hein, il a écrit un livre qui s'appelle Les 4 évangiles. Donc, j'en ai un exemplaire ici, mais ce livre n'a jamais été réédité. Pourquoi? Parce qu'il est absolument imbuvable, comme on dit, dans la forme et aussi dans le fond. Mais ce monsieur-là était convaincu et avait une dent contre Allan Kardec parce qu'il disait que la partie religieuse, entre guillemets, de la révélation, donc qu'il appelait lui la révélation de la révélation, c'était sa mission et pas celle de Kardec. Donc là, on voit aussi que rien que par ces attitudes-là, il ne péchait pas par excès d'humilité. Fernanda? Non, j'allais dire pour les médiums, très, très essentiel, le connaître soi-même, la réforme morale et intime, le grand travail de faire la réforme morale et la prière sincère pour pouvoir aider et la humilité pour pouvoir aider dans cette réunion et pouvoir être guidé dans la lumière divine. Exactement. Alors, le dernier point, donc, c'est est-ce que moralement élevé, ça veut dire aussi intelligent? Eh ben non. Hein. Donc, c'est ce qu'il dit. Néanmoins, les esprits supérieurs vont volontiers dans les milieux peu instruits, mais où il y a de la sincérité, même si les médiums ne sont pas très développés. Vous voyez? Ils s'éloignent cependant des groupes instruits où prédominent l'ironie, la vanité et l'orgueil. C'est encore une fois très, très clair. Il y a 2 phrases, mais c'est très clair. Et Kardec, il l'avait vu, ça. Il était allé à Lyon en 1861, puis en 1862, où ils ont fait un banquet pour lui. Il y avait 1000 personnes. Il a pu visiter des groupes, parce que Lyon, c'était les canuts, c'était les travailleurs de la soie, il y avait des gens très pauvres à Lyon. Hein. Et puis, c'est dans des endroits très pauvres, et puis c'est ce qu'on peut voir aussi quand j'ai pu aller au Guatemala, au Paraguay, dans des pays comme ça, latino-américains qui sont très pauvres. Vous voyez des centres spirites, mais ils se réunissent dans une baraque, c'est au milieu du bidonville, si vous voulez. Et quand vous rentrez là-dedans, il y a une vibration qui est incomparable. Hein. Et puis vous voyez les gens qui sont là, qui sont simples, qui font tout avec leur cœur, avec une certaine naïveté et tout, mais d'une charité qui, c'est vraiment, ça donne les larmes aux yeux. Voyez. Et Kardec, il s'était aussi rendu compte de ça à l'époque quand il était allé à Lyon. Donc, moralement élevé, ça ne veut pas dire forcément intellectuellement développé, hein, parce qu'encore une fois, moi je dis toujours, l'évolution se fait sur 2 plans, l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. D'accord? Donc, vous avez des gens qui sont peu instruits, au moins dans cette vie, hein, parce que ça se trouve, c'était des gens ça ne veut pas dire s'ils sont peu instruits, ils n'ont tout simplement pas pu aller à l'école, ils ont dû commencer à travailler très très jeunes, mais leur esprit est peut-être à des facultés intellectuelles déjà pas mal développées dans les autres vies, et qui sont moralement très élevés. Hein. Et vous avez l'inverse, hein, donc les gens qui sont intellectuellement élevés, mais moralement peu élevés. Moi, je vous dis franchement, ceux-là, c'est les pires. Pourquoi?
parce que ce sont des gens qui sont intelligents et qui vont utiliser leur intelligence pour faire le mal, pour manipuler, pour abuser, pour extorquer, pour… hein, enfin, moi, je dis toujours dans une entreprise, et puis d'ailleurs maintenant, ça commence au niveau des ressources humaines, ces notions-là sont déjà bien développées. Vous avez le quotient intellectuel et vous avez aussi le quotient émotionnel. Et donc, dans les entreprises, ces services de ressources humaines, vous voyez, il y a plein de littérature sur le sujet, ils disent la personne qui est très intelligente mais qui ne contrôle pas ses émotions, qui ne sait pas négocier, qui ne sait pas travailler en groupe ou en équipe, sera moins bonne qu'une personne qui a moins de facultés intellectuelles mais qui a ce quotient émotionnel. Alors, on ne parle pas de moralité encore, mais on parle beaucoup d'humilité dans ces livres de ressources humaines aujourd'hui. Et qui sont tous unanimes aujourd'hui à dire qu'un bon leader, on ne parle pas d'un bon manager ou d'un bon chef, on parle d'un bon leader, c'est celui qui est humble. C'est le leader né par excellence, c'est Jésus. C'est pourquoi on en parle encore 2000 ans après, il y a tout le monde qui le suivait. Il avait vraiment ça dans la peau. C'était justement par son humilité. Et lui-même, d'ailleurs, a laissé cet enseignement en disant que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. C'est ce qu'il a laissé comme enseignement quand il a lavé les pieds de ses apôtres à la Sainte Seine, donc un jour avant d'être crucifié. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu dans les milieux professionnels. Donc, le QE, le QI, c'est bien, mais sans le QE, ça ne sert à rien. Voilà. Et ça, c'est ce que vous voyez, Kardec, il en parlait déjà. Et alors, évidemment, les meilleurs, c'est ceux qui sont intelligents et à la fois moralement élevés. Ça, c'est les missionnaires, c'est les Jésus, c'est les Gandhi, c'est les… Voilà, ce sont ces gens qui sont vraiment sortis du lot, non pas en s'autoproclamant, mais en étant universellement reconnus par leurs œuvres. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non? Bon, écoutez, alors on va continuer, on va rentrer un peu dans le support. Alors, ici, voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Il sympathise le mieux, on l'a vu aussi. L'usage, on l'a vu aussi. Voilà. Donc là, on a le médium. D'un point de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument. Il exerce sur le rapport moral une très grande influence puisque pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium. Cette identification ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie et, si l'on peut dire, affinité. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion selon le degré de similitude ou de leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons, les mauvais pour les mauvais, d'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Voilà. Et donc, enfin, on l'avait aussi vu. Voilà. Les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont donc la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles. Les défauts qui les repoussent sont l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité et toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. Voilà, donc là aussi, c'est clair. Voilà. Et de toutes ces imperfections, vous voyez qu'il y en a un paquet, celle que les esprits inférieurs exploitent avec le plus d'habileté, c'est l'orgueil, parce que c'est celle qui s'avoue le moins à soi-même. Donc c'est ce que disait Fernanda, connais-toi toi-même. L'orgueil a perdu de nombreux médiums doués des plus belles facultés et qui, sans cela, eussent pu devenir des sujets remarquables et très utiles. Tandis que, devenus la proie d'esprits menteurs, leurs facultés se sont d'abord perverties, puis annihilées, et le but et plus d'un s'est vu humilié par les plus amères déceptions. Et donc, c'est hier, dans la conférence, on parlait justement d'une lettre que Kardec avait écrite sur Mademoiselle Gaudu,
qui était une médium guérisseuse avec une faculté remarquable et qui, malheureusement, s'est laissé prendre par l'orgueil, a commencé une histoire de diamants. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. C'est écrit dans la revue Spirit et Kardec en reparle aussi dans une lettre qu'on a retrouvée récemment, donc qui donne un exemple de ce qu'il a affirmé ici. Voilà. Et vous avez d'autres exemples de médiums. Si on va au Brésil, Chico Xavier a travaillé à un moment donné avec un autre médium qui s'appelait Valdo Vieira, qui était d'ailleurs co-auteur de plusieurs livres, comme Évolution dans les deux mondes ou Mécanisme de la médiumnité. Donc, c'était des choses assez remarquables, puisque Chico recevait un chapitre et Valdo recevait un autre chapitre, et Chico encore un chapitre, et quand on regarde, il y avait une parfaite continuité dans le livre. Malheureusement, Valdo Vieira, voilà, il est parti aux États-Unis où il est devenu très riche. Il a trahi Chico. Donc, Chico, ça lui a causé énormément de peine à l'époque. Mais encore une fois, là, on voit, il s'est laissé attraper par son orgueil. Il n'a pas fait ce travail donc pour lutter contre son orgueil. Au contraire, il s'est laissé entraîner. Et puis, donc, il avait lui aussi une belle... c'est exactement ce qu'on décrit ici. Il avait certainement beaucoup d'avenir dans le sillage de Chico pour continuer, mais non, c'est son libre arbitre qui a prévalu et qui a fait que il s'est complètement dévié. Voilà. Cependant, donc, le médium qui comprend son devoir au lieu de s'enorgueillir d'une faculté qui ne lui appartient pas, puisque ce sont des esprits qui se communiquent, puisqu'elle peut lui être retirée, là aussi, il y a des personnes qui sont médiums et puis qui, voilà, d'un coup, ne le sont plus. C'est cette fameuse disposition organique ou ces cristaux ou je ne sais quoi peuvent très bien se dissoudre et disparaître, et la personne qui était excellent médium à un moment donné dans sa vie peut très bien ne plus l'être à un autre moment. Voilà. Rapporte à Dieu les bonnes choses qu'il obtient. Si les communications méritent des éloges, il n'en tire pas vanité parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel et il remercie Dieu d'avoir permis que les bons esprits vinssent se communiquer à lui. Voilà, c'est pas moi qui en ai les mérites, ce sont les esprits. Si elles donnent lieu à la critique, il ne s'en offense pas parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de son propre esprit. Il se dit qu'il n'a pas été un bon instrument et qu'il ne possède pas toutes les qualités nécessaires pour s'opposer à l'immixtion des mauvais esprits. C'est pourquoi il cherche à acquérir ces qualités et demande par la prière la force qui lui manque. Vous voyez, donc c'est là encore une fois très clair. L'esprit Éraste, justement, c'est celui qui se communiquait par le fameux monsieur d'Ambel. Donc on voit que les esprits ont quand même... Et la communication, d'ailleurs, qu'on a vue, elle est très intéressante parce que les esprits guides, ils essayaient de le retenir, de ne pas le laisser se satelliser, etc. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, il y avait à un moment donné, en Dambel, le côté de l'influence des esprits et son côté personnel à lui. Et donc, à un moment donné, voilà, les esprits ont dit, on ne peut pas le retenir. On a fait tout ce qu'on a pu. Et puis, donc, il a suivi sa voie et il s'est laissé, comme je dis, satelliser, quoi. Et puis, parti sous de mauvaises influences d'autres personnes qui sont venues, etc. Après, il y a tout un cercle vicieux qui se met en place et c'est difficilement rattrapable. L'esprit Éraste donne l'instruction suivante. En thèse générale, on peut affirmer que les esprits similaires appellent les esprits similaires et que rarement les esprits des Pléiades élevés se communiquent par des appareils mauvais conducteurs quand ils ont sous la main de bons appareils médiumniques, de bons médiums en un mot. Donc, il y a marqué rarement, il n'y a pas écrit jamais. C'est la question que j'ai répondue au départ. Donc, les esprits peuvent quand même, si vraiment ils n'ont pas le choix ou quand c'est nécessaire, donner de bonnes communications par l'intermédiaire d'un médium qui n'est pas forcément très, très bon. Les médiums légers et peu sérieux appellent donc des esprits de même nature. C'est pourquoi dans leurs communications sont empreintes de banalité, de frivolité, d'idées sans suite et souvent fort hétérodoxes, spirituellement parlant. Il y a des néologismes. Donc, ça, on le voit souvent, des messages qui disent plein de choses, et on se dit, mais ce paragraphe, quel est le rapport avec le paragraphe suivant? Est-ce qu'il prépare quelque chose, il enchaîne quelque chose, on cherche à comprendre la structure du message et on ne la trouve pas, quoi. Donc là, typiquement, c'est du blabla, quoi, comme on dit d'habitude.
Certes, ils peuvent dire et disent quelquefois de bonnes choses, hein, c'est ce que je vous dis, les mauvais esprits savent très bien faire du copier-coller des évangiles de Kardec, etc., hein, justement pour essayer de se montrer patte blanche. Mais c'est dans ce cas surtout qu'il faut apporter un examen sévère et scrupuleux, car au milieu de ces bonnes choses, certains esprits hypocrites insinuent avec habileté et avec une perfidie calculée des faits controuvés, des assertions mensongères afin de duper la bonne foi de leurs auditeurs. Alors là, il y a un mot, controuver. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc moi, j'avais mal compris ce mot, hein, parce que en portugais, il y a un mot qui veut dire comprovado, et qui veut dire prouver, et qui ressemble à ce mot controuver. Et effectivement, dans la traduction du livre des médiums en portugais, c'était marqué prouver, hein. Et quand j'ai relu la traduction du finlandais, il me disait, mais attends, en portugais, il y a écrit prouver et en anglais, il y a écrit le contraire. Donc, c'est quoi? Et je suis allé chercher le sens du mot controuver. Effectivement, ça ne veut pas dire prouver du tout, à l'inverse, hein. Ce sont des choses qui sont affirmées comme étant des vérités alors qu'elles ne sont pas prouvées du tout. Voilà ce que ça veut dire controuver. Et donc, ça colle parfaitement dans le contexte ici. Voilà. Mais où l'influence morale du médium se fait réellement sentir, c'est quand celui-ci substitue ses idées personnelles à celles que les esprits s'efforcent de lui suggérer. Donc ça, c'est l'influence du médium, hein. C'est encore lorsqu'il puise dans son imagination des théories fantastiques qu'il croit lui-même de bonne foi résulter d'une communication intuitive, hein. Donc là aussi, je dis souvent, il y a des personnes qui, les lois de la nature ne sont pas comme elles sont comme je pense qu'elles sont. Vous voyez, des gens qui se disent non, non, ben, la loi de la nature, elle est comme ça, etc. Donc, il y a une opinion qui est fondée en fait sur rien, sur aucune preuve, c'est juste du feeling et tout. Et donc, qui finissent par déformer les communications des esprits, justement en laissant passer ces idées personnelles reçues qu'elles ont elles-mêmes, quoi. Voilà. Il y a souvent alors 1000 à parier contre un que ceci n'est que le reflet de l'esprit personnel du médium, et il arrive même ce fait curieux, c'est que la main du médium se meut quelquefois presque mécaniquement, poussée qu'elle est par un esprit secondaire et moqueur. Voilà. Donc à partir de là, quand le médium commence vraiment à interférer, vous voyez encore un phénomène encore plus complexe, c'est-à-dire l'esprit qui se communique, il y en a un autre qui vient et qui interfère, hein. Et tout ça, c'est toujours une question de, voilà, quand il y a la parfaite syntonie, ce ne sera pas possible. Par contre, quand la syntonie n'est pas bonne, ben, il y en a un autre qui peut venir influencer et tirer dans le mauvais sens, hein. C'est contre cette pierre de touche que viennent se briser les imaginations ardentes, car, emportés par la fougue de leurs propres idées, par le clinquant de leurs connaissances littéraires, les médiums méconnaissent la modeste dictée d'un sage esprit et, abandonnant la proie pour l'ombre, ils substituent une paraphrase empoulée. Oui. C'est contre cet écueil redoutable que viennent également échouer des personnalités ambitieuses et orgueilleuses forcément, à défaut des communications que les bons esprits leur refusent, présentent à leurs propres œuvres comme l'œuvre de ces esprits eux-mêmes. Donc c'est là où le médium orgueilleux, il faut vraiment faire très, très, très attention. Et j'aime bien cette phrase-là. Dans le doute, abstiens-toi, dit un de vos anciens proverbes, hein. C'était qui? C'était Socrate, je pense. Dans le doute, abstiens-toi. Enfin bon, voilà. N'admettez donc que ce qui est pour vous d'une évidence certaine. Dès qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous semble douteuse, passez-la au laminoir de la raison et de la logique. Ce que la raison et le bon sens réprouvent, rejetez-le hardiment. Mieux vaut repousser 10 vérités qu'admettre un seul mensonge, une seule fausse théorie. Alors là, vous voyez, il met le critère de confiabilité à 90%, hein. Il vaut mieux rejeter 9 bons messages que d'en accepter un qui n'est pas bon, hein. Et moi, je dirais, par les temps qui courent aujourd'hui, avec cette crise, toute cette perturbation, tout ce brouhaha, toutes ces manipulations, toutes ce qu'on voit, toutes ces contre-vérités et ces balivernes dont on souffre, dont on est inondé à longueur de journée,
Moi, je dirais de 90, moi je conseillerais de mettre 99. Hein. Il vaut mieux jeter 99 bons messages que d'en accepter un mauvais. Parce qu'en ce moment, franchement, je vous dis, hein, il y a même des livres d'auteurs renommés, quand on les lit, il y a des choses qui disent attends, stop, là, ça ne va plus. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout le monde, hein, puisque, encore une fois, personne n'est parfait ici sur la Terre. En effet, sur cette théorie, vous pourriez édifier tout un système qui croulerait au premier souffle de la vérité comme un monument bâti sur un sable mouvant. Tandis que si vous rejetez aujourd'hui certaines vérités parce qu'elles ne vous sont pas démontrées logiquement, et clairement, bientôt un fait brutal ou une démonstration irréfutable viendra vous en affirmer l'authenticité. Voyez ? Donc, c'est toujours plus facile hein, quand vous avez admis quelque chose et présenté quelque chose, ou même publié un livre ou sur quelque chose qui, d'un coup, avec un fait, qui vient nous contredire, ben, on est obligé de reconnaître qu'on avait tort. Et ça demande beaucoup d'humilité. Hein. Alors qu'à l'inverse, bon, s'il y a des choses, ben, c'est ce que faisait Kardec. Hein, et dans les documents, on a retrouvé maintenant des dossiers. Donc, il avait des dossiers avec des communications sur un sujet donné, mais qu'il n'avait jamais publié. Et pourquoi? C'est parce qu'il ben, sentait que ce n'était pas mûr et il attendait. Hein. C'est donc soit une confirmation, soit justement ben, la contradiction. Hein. Et il procédait comme ça et il avait raison. Je pense que nous aussi, il faut qu'on procède comme ça. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, avec la Covid, énormément de révélations, des communications d'esprit qui sont sorties, les gens ils ont publié ça. Et encore une fois, quand vous le lisez, hein, il y en a un qui est sorti avec un nom qui sonnait français, là, il y a un an à peu près, et qui a été traduit dans je ne sais combien de langues. Enfin, il y a eu un effort inouï de divulgation de ce message, donc qui prévoyait qu'au mois de mai ou de juin l'année dernière, il allait se passer je ne sais quoi. Donc, vous voyez, flop, il ne s'est rien passé du tout, le fait brutal, il est arrivé. Donc, ce message, clairement, c'était poubelle dès le départ. Hein. Donc, voilà, c'est une parfaite illustration de ce qui se passe ici. Voilà, de ce que Eraste nous disait dans ce paragraphe du livre des médiums. Alors ça, je tenais à vous le lire parce que hein, ce fameux critère de vaut mieux jeter 9 bons que d'en accepter un mauvais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que ben, c'est la prudence. Voilà. Et plus c'est fumeux, plus c'est révolutionnaire, plus c'est sensationnel, plus il faut s'en méfier. Voilà. Et je pense que voilà, là on parle des messages médiumniques, mais c'est vrai aussi pour n'importe quoi dans le monde. Hein. Si tout ce que les gens vous racontent ici ou là, il faut toujours le voir avec prudence. Fabrice? Oui, c'est peut-être un peu le cas également du message d'Ismaël là, qui s'est communiqué à Divaldo Franco. Effectivement, le message est un peu particulier quand même. Je pense que tu as dû le voir ou l'entendre. Oui. Pour en discuter avec plusieurs personnes qui s'intéressent au spiritisme, les avis sont partagés. Certains le prennent comme quelque chose de totalement véridique. Ils l'acceptent dans sa totalité, puis d'autres, au contraire, font plus attention, quoi. Ils disent que bon, il y a quand même des choses qui. Voilà. Ben, tu vois, je voulais pas citer, j'ai parlé de personnes fameuses et connues, je n'ai pas voulu citer de nom, mais je pensais effectivement à cet exemple que tu viens de citer. Pour moi, c'est clair, cette communication, elle rentre dans un dossier qui s'appelle apprendre avec beaucoup de réserve. Voilà, parce que ben, il y a des choses, des caractéristiques dans cette communication qui ne me conviennent pas du tout, enfin, c'est dans laquelle je détecte une possible tentative de manipulation. Hein. C'est quand ils cherchent à faire peur aux gens, hein, en prévoyant des événements, des cataclysmes, ce genre de choses. Donc ça ne passe pas. Et aussi quand il dit que oui, dans 3 mois, il va se passer ci, ou dans 6 mois, il va se passer ci. Il me semble qu'il y a un peu quelque chose comme ça dans ce message-là, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai lu. Voilà. Et donc, on peut citer un autre exemple, d'ailleurs, qui a été publié dans un livre, hein, où il est clairement dit que, enfin, c'est pas clairement dit, mais c'est dit d'une façon qui laisse très facilement comprendre
que l'origine du virus de la Covid, c'est une fuite dans un laboratoire chinois. Hein. Donc ça, c'est publié dans le dernier livre de Divaldo. Donc moi, pareil, ça, ce genre de choses, c'est à prendre avec réserve. Parce que le fait brutal, encore une fois, il va tomber hein, tôt ou tard. Donc si jamais un jour, il y a un fait brutal qui dit bah, ce n'était pas du tout un truc en Chine, c'était quelque chose de tout à fait ailleurs, ce ne serait pas bon, c'était dommage. Tu vois, ce serait dommage pour Divaldo qui a fait tellement de bonnes choses par ailleurs. Et donc, voilà. Mais quelque part, ça nous remettrait un peu d'humilité pour dire ben, personne n'est parfait sur la Terre. Hein. Chico n'était pas parfait, Kardec n'était pas parfait, Divaldo n'est pas parfait non plus. Hein. Donc, voilà, chacun peut se tromper. Mais avec toute cette idolâtrie qui se met autour, la conséquence d'un fait brutal comme ça, ce serait une division. Les gens qui disent ah ben ça y est, c'est les idolâtres, hein. Ce sont les ténèbres qui sont en train d'attaquer, et puis les autres qui disent voilà. Donc c'est quelque chose qui c'est malsain. Il vaut mieux s'abstenir de ce genre de choses. Et bon, là, ça a été publié dans un livre. Bon, pourquoi pas. Non, après, il y aura peut-être un fait brutal qui dira effectivement c'est ça qui s'est passé. Hein. On ne sait pas. Mais moi, personnellement, ça fait partie des trucs que je mets dans ces 9 sur 10 là. Personnellement, je ne prends pas. J'attends de voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Fernanda? Aussi des messages comme ça, un jour, fait l'exercice d'analyser, prendre un message comme ça en groupe et on fait l'analyse, apprendre à faire l'analyse, de voir qu'est-ce qu'on sort, de qu'est-ce qu'on peut, qui c'est bien de garder et qu'est-ce qui c'est douteux, ce qui c'est mis en doute. Et en groupe, ça permet d'analyser, ça permet aussi de développer le groupe. La question d'analyser les choses. C'est vrai. Donc, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, typiquement, dans quelque chose comme ça, ben, ce virus, où il est sorti dans le laboratoire, où il n'est pas sorti dans le laboratoire chinois, où il n'est pas sorti dans le laboratoire chinois. Donc, ça, on peut, dans l'analyse, considérer comme un fait incertain qui reste à prouver. D'accord? Mais après, dans ce genre d'analyse aussi, il ne faut pas non plus, ah non, mais moi je crois que c'est ça et moi je crois que ce n'est pas ça, parce que là, on est dans la conjecture, quoi, on n'avance pas. Donc il faut juste dire, ben, c'est quelque chose qui prévaut, qui affirme quelque chose qui n'a pas encore été prouvé, donc ben, il faut le mettre sous réserve en attendant que ce soit prouvé. C'est comme quand vous lisez Kardec, hein, le livre des esprits, il vous parle aussi des habitants de Jupiter, les habitants de Mars, etc., là, dans une note de bas de page, quelque part au milieu du livre des esprits. Et là, maintenant, ça fait 3-4 sondes hein, qu'on envoie sur Mars. On n'a jamais vu les petits bonhommes verts là-bas. Hein. Donc, c'est vrai, bah, tiens, il y avait de l'eau, il y avait ci, il y avait ça. Oui, mais ils sont où les Martiens hein, on les avait... Donc, ça, ce sont les choses qui ne font pas partie. Donc, c'était l'opinion de Kardec à l'époque, hein, qui reste à prouver ou à contredire par la science. C'est la science qui dira oui ou non si c'est vrai ou pas. Donc, c'est des faits. Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en réserve et en attente. Sur le livre des lettres d'une morte, je ne sais pas si ça traduit comme ça, Carte de uma morte, de la mère de Chico Xavier, qu'elle raconte les visites qu'elle a fait avec l'esprit Humberto de Campos à des planètes différents. Il y a décrit les vies qu'on est dans, je crois qu'il y a aussi Jupiter au Mars et tout ça. La civilisation. Voilà. Donc, ça, c'est la science qui devra démontrer. Il n'est pas prouvé encore. Voilà, qui devra démontrer si c'est vrai ou pas. Il faut les mettre en attente. Alors, ce livre-là, il n'est pas traduit en français encore. Enfin, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il appartienne à la FEB, donc ça fait partie d'un livre qui pour l'instant, n'est pas traduit. Alors, il est déjà 9h12, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc là, il cite des exemples hein, donc, sur l'esprit d'André Louise. Hein, donc là, il y a une littérature très, très étendue, notamment dans les domaines de la médiumnité. Enfin, il y a des livres qui parlent vraiment de médiumnité, où vous voyez comment ce genre d'interférence et d'influence se produit, décrit par l'esprit d'André Louise. Je vous le laisserai lire là parce qu'on ne pourra pas le lire ensemble. Hein. Donc, j'espère que vous avez tous
le fascicule. Sinon, ben, n'hésitez pas à me demander, je vous le renverrai. Voilà. Alors, s'il parle de donc, le cas de Céline, Aulus, etc., donc, où il montre comment voilà, un phénomène d'interférence est produit dans une communication médiumnique. Voilà. Pour l'influence du milieu, je pense qu'on on en a déjà parlé suffisamment. Hein. Donc, je vais juste regarder vite fait s'il y a encore un des aspects là à voir. Voilà, encore une fois, vous voyez, donc, dans les domaines de la médiumnité, donc encore un extrait de ces livres d'André Louis qui viennent illustrer ce qui peut, ce sujet de l'influence du milieu. Voilà. Après, ben, vous avez aussi un autre exemple qui est cité des livres d'Elisabeth d'Espérance. Hein, donc, le livre s'appelle Au pays de l'ombre. Donc, c'est un livre qui a été traduit en français. Et elle parle aussi donc d'un phénomène d'interférence qui s'est produit. Hein. Donc, un des participants à la réunion lui avait causé une très grave maladie physique. Hein. Et donc, je crois que c'était un phénomène de matérialisation. Et donc, il y a une personne qui est venue pour, comme ça, sans prévenir, serrer l'esprit matérialisé. Et donc, comme c'était l'ectoplasme qui était dégagé par le médium, en fait, ça lui a causé un choc tel qu'il est resté malade pendant plusieurs années après cet épisode. Donc, vous voyez, là encore, le curieux qui vient et qui fait n'importe quoi, c'est dangereux, quoi. Voilà. Et puis, quand vous avez des curieux aussi dans une salle où il y a une réunion médiumnique, eh ben, même si l'esprit, si vous voulez, si le médium est en syntonie avec les esprits, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas en syntonie, ben, ça va poser ça va gêner immédiatement. Hein. C'est pour ça que les réunions médiumniques ne sont pas publiques en général. Hein. Ceux qui font des réunions médiumniques publiques s'exposent à ce risque hein, d'interférences liées aux personnes curieuses qui sont là présentes et qui, qu'on le veuille ou non, vont jouer, donc exercer une influence sur la réunion elle-même. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question sur ce sujet? Pas de questions. Alors, je vois qu'il y a Géraud qui nous a rejoint. Alors, Géraud, ben, il a dû nous rejoindre en fait avec 1 heure de retard, puisque comme on est passé à l'heure d'été, je pense que le Congo n'est pas passé non plus, n'est pas passé à l'heure d'été. Voilà. Donc là, c'est le nouvel horaire, en fait. On a gardé 8 heures, hein, mais Renaud, Donc, j'ai vu qu'il s'est adapté. Hein, mais, oui, donc, je dois, dès 7 heures, je dois déjà me 1 heure plus positionner. tôt. Voilà. 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 Je me suis trompé d'horreur. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de mal. Hein. Ça, c'est toujours effectivement quand il y a ces changements d'horaire. Donc, en métropole, on change. En Afrique ou à La Réunion, on ne change pas. Donc, forcément, ben, voilà. Elle pose une question dans la marge qui peut être intéressante. Alors, le le médium médium peut-il peut-il percevoir qu'une personne incarnée n'est pas tout à fait ce qu'elle prétend être? C'est une bonne question, ça. Elle Dans a le monde levé un des lièvre. esprits, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, dans le monde des esprits, l'hypocrisie n'existe pas. Hein, puisque les bons esprits, ils voient par transparence. Hein, on a beau se donner patte blanche et tout, ils voient le loup qu'il y a derrière. Hein, ça, c'est clair. Maintenant, au niveau des incarnés, c'est moins évident. Alors, est-ce qu'un médium, il y a des personnes qui, en fait, comment dire, qui ne sont pas forcément médiums, hein, c'est pas forcément une médiumnité, mais qui sentiront, hein, comment dire, l'influence, les fluides de la personne, et donc qui sentiront une affinité ou pas. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui, justement, arrivent à détecter assez facilement les hypocrites. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément une question de médiumnité, puisque si pour un médium, ben, bon, comment dire, il y a son guide spirituel qui vient et qui lui dit, fais attention, celui-là, il n'est pas ce qu'il paraît être. Donc ça peut être effectivement
le guide d'une personne qui vient la prévenir au sujet d'une autre personne. Donc, dans ce cas-là, c'est médiumnique. Mais souvent, hein, et la loi des affinités, c'est hein, quand on a une sympathie pour une personne qu'on rencontre pour la première fois ou une antipathie, ben, c'est pas médiumnique. C'est vraiment, ça vient de nous-mêmes et puis donc de cette combinaison fluidique ou pas. Charles, est-ce que je peux oui, témoigner de quelque chose? Oui. Par rapport justement à ce qui était dit, par rapport à la médiumnité donc, publique. Donc, lorsque nous avons les réunions pour les personnes en deuil, donc on peut considérer ça comme une médiumnité publique, même si les médiums travaillent à l'extérieur de la salle et travaillent seuls, quoi. Voilà. Donc, ils ne savent pas qui est dans la salle, etc. Il y a eu des questions, puisqu'on remplit des fiches pour pouvoir avoir un contrôle pour ne pas créer de dépendance. Et donc, il y a eu des questions qui étaient un petit peu de la curiosité ou qui étaient un peu matérielles. Et en fait, ça n'est jamais passé à travers les mailles du filet des guides. Voilà. C'est-à-dire que il n'y avait pas de contact avec le décédé. Et souvent, les messages étaient assez directs et répondaient justement clairement par rapport à l'attente de la personne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas, entre guillemets, je vais le dire à ma façon, hein, ils sont beaucoup plus délicats que ça, mais comme quoi cette personne n'était pas à sa place dans le groupe, quoi. Voilà. Et que ce n'était pas dans le groupe qu'elle devait venir chercher ces informations-là. Voyez, donc, nous, on pouvait se faire piéger, mais lors de la réunion, ça ne passait pas. Hein, ça ne passait pas. Donc, ça, l'illustration, Mauricette, c'est justement que voilà, il faut qu'il y ait toute une équipe spirituelle qui soit organisée autour du travail qui est réalisé par les incarnés et par les médiums. Hein. Tout à fait. Voilà. Le médium, lui, travaille en aveugle, et puis c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Le médium qui travaille en aveugle, on ne peut pas le soupçonner d'avoir su ou d'avoir été influencé, etc. Hein, et c'est comme ça que vous faites, hein, puisqu'ils sont dans une salle à part, à côté. Hein. Oui, donc, ce n'est pas de la médiumnité publique. Tu vois, c'est une réunion publique et il y a une réunion médiumnique en parallèle. Donc, la réunion médiumnique publique, c'est là où les médiums exercent leur médiumnité devant tous les gens. Hein. C'est ce que, par exemple, il y a des groupes, Roger Pérez, quand il faisait des conférences, il y avait toujours 2 médiums dessinateurs à côté du conférencier. Oui. Bon, encore une fois, moi, il y avait de très beaux résultats. Hein. Il y avait de très belles choses qui sont arrivées. Hein. Je me souviens notamment d'un dessin qui avait été fait d'un visage. Hein. Et donc, la personne qui avait reçu ce dessin, elle est sortie de la salle. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle est partie. Mais elle est revenue 10 minutes après avec une photo en disant, regardez. Et donc là, c'était une preuve patente, quoi. Vraiment une très grosse ressemblance. Et puis, le deuxième cas, c'était un autre médium dessinateur qui avait fait un dessin d'une fenêtre type comme une fenêtre d'église, mais avec des barreaux d'une prison, avec écrit en dessous merci de ce que tu as fait pour lui, qu'elle a donné aussi à une personne. Et la personne, elle est venue nous voir après en disant j'ai correspondu avec un prisonnier qui a bénéficié d'une remise de peine et qui est allé dans un monastère. Il y a des trucs comme ça qui sont très très forts, quoi. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas et qu'il ne faut pas le faire. La seule chose que, comme on a vu ici, c'est qu'il peut y avoir, quand on le fait, c'est plus risqué parce qu'il peut y avoir l'influence de personnes présentes qui sont curieuses ou malveillantes ou qui ont de mauvaises intentions, etc. et qui vont forcément influencer sur la réunion. Donc le groupe de Bron aussi le fait. Hein. Ils font des réunions médiumniques publiques où vous avez les médiums, tous les gens autour de la table. Et puis dans le public, vous avez n'importe qui, le premier qui vient, voilà. Et donc là, c'est des situations qui sont un peu plus... Voilà, il peut y avoir, si vous avez, comme c'était le cas chez Kardec, hein, il y avait des jésuites qui étaient infiltrés dans la Société parisienne des études spirites, voilà, qui peuvent là aussi venir influencer les communications, le travail médiumnique qui est réalisé. Et par ailleurs, quand vous faites du travail d'assistance à des esprits souffrants, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont, ou même encore plus dans les cas d'obsession,
il y a beaucoup de choses qui sont très, très personnelles et qui ne doivent jamais être publiques, entre guillemets. Hein, parce que les esprits obsesseurs, souvent, ils déballent tout ce que la personne leur a fait dans cette vie, dans une vie passée, etc. Et même pour l'obsédé lui-même, ce n'est pas forcément bon qu'ils l'entendent. Et surtout, il faut que ça reste très confidentiel, quoi. Donc, il y a toutes ces raisons qui font que la médiumnité publique, personnellement, je ne suis pas favorable. Je ne le ferai pas, quoi. Même si ceux qui le font, dans des conditions, s'ils s'assurent de pouvoir surmonter les inconvénients que ça présente, pourquoi pas. Nous, on le fait, mais il faut vraiment être vigilant, quoi. Bon, puis après, c'est souvent les mêmes personnes. Il faut être très vigilant, surtout par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la dépendance, quoi, parce que l'esprit est là pour progresser. Et donc, comme je l'ai expliqué, il y a ce travail d'accompagnement tant de l'esprit que la personne qui est en deuil. Hein, donc, dans les réunions publiques, hein, je parle, qui est à prendre en compte. Hein, il faut aider aussi, il faut aider cet esprit. Hein, donc, il faut être très vigilant. Voilà, il faut pas, tout n'est pas à dire. Voilà, tout n'est pas accepté. Il peut y avoir des communications qui ne sont absolument pas transmises. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour l'esprit, c'est pas bon pour la personne incarnée. Voilà. Chacun doit avancer, mais par contre, il y a toujours un travail, j'ai envie de dire, dans les coulisses qui est fait, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, c'est le filtre socratique, hein, Gérard, dont on parlait la dernière fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Donc, Voilà. s'il y a une de ces trois questions, la réponse n'est pas franchement oui. C'est les cas où il faut rentrer dans les 9 sur 10. Là, il faut s'abstenir. Voilà. Moi, j'ajouterais quel est le but dans tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est utile? Utile, voilà. Et à quoi ça sert? compléter par quel est le but. Voilà. Utile qui veut dire outil, donc qui veut dire mise en pratique, donc but, objectif. Voilà. Et dès qu'on a répondu à ça, c'est vrai qu'on élimine beaucoup d'erreurs. Alors, il y a Ève qui nous a posé encore une autre question. Pourrais-je me tromper sur moi-même, sur ma sincérité dans mon désir de grandir, dans ma recherche spirituelle et ne pas en être consciente et surtout ne pas en être consciente? Bon, moi je pense que quand on a le désir d'évoluer, quand on a une recherche spirituelle, c'est quand même, Ève, un souci légitime. Hein. Donc, alors c'est sûr, pour évoluer, on peut parfois se tromper de route, mais quelque part, ça fait partie de notre évolution. Donc là, derrière tout ça, les intentions l'intention est bonne, donc voilà. Mais comme tout, même avec une bonne intention, on peut se tromper. Mais quand l'intention est bonne, si on se trompe, on s'en rendra compte, notre guide nous préviendra et puis on corrigera notre parcours en conséquence. Voilà. C'est pas la même chose quand il y a des conflits d'intérêts, hein, quand on se dit, tiens, ben là, je pourrais en profiter pour gagner de l'argent, pour ci, pour ça. Voilà, là, c'est autre chose. Ou alors, tiens, ça va me mettre sur un piédestal. Quand on se voit, comme disait Aznavour, hein, je me voyais déjà en haut de l'affiche, quand il y a des choses comme ça qui sont derrière, donc ça fait partie de notre observation du connais-toi toi-même, hein, et quand on se dit, oh, maintenant, là, c'est pas clair, etc., donc ça fait partie des choses qui font qu'on travaille. Mais quand le désir, il est vraiment légitime, on peut se tromper, mais ce sera temporaire. En gros, quand on va dans le bon sens de l'évolution, on ne se trompe pas. Si je peux ajouter, c'est un pommier donnera pas des cerises, donc ce qui compte, c'est l'intention, tout est là. Exact. Donc s'il y a une bonne intention, le résultat sera bon, même s'il y a des petites erreurs de parcours. Exact. Voilà. Alors ne culpabilise pas, Ève. Non, jamais. Non, il faut voilà. La bonne intention, c'est une condition nécessaire, même si ce n'est pas toujours une condition suffisante. Hein, relisez là, pendant qu'on parle, les trucs de Zoroastre, que je vous invite à les Gathas, que je vous invite à découvrir, et c'était le prophète de l'Iran, 2000 ans, 3000 ans avant le Christ, non, je ne sais plus.
Voilà, qui disait toujours la bonne pensée, la bonne action. Voilà, enfin, ça vaut le coup de le découvrir parce qu'on retrouve toujours les mêmes racines et c'est la plus ancienne de toutes les religions monothéistes. Voilà. Alors, avant ou après Moïse, je ne sais plus. Il faudrait revoir le côté histoire, mais le livre clé, c'est les Gathas, voilà, de Zoroastre, qui était le prophète en Iran avant que l'islam ait tout envahi là-bas. Voilà. Oui, le Perse, c'était une très belle culture aussi. Hein. Ah oui, c'était très, très avancé, la première religion monothéiste. Voilà. Voilà. Donc la semaine, alors pas la semaine prochaine, donc dans 15 jours, attention, hein, donc la semaine prochaine, c'est le dimanche de Pâques, donc il n'y aura pas de cours. Le prochain cours sera donc dans 2 semaines, ce sera le dimanche 11 avril. Et donc, on verra, on passera au module 5, hein, qui est la pratique médiumnique. Et donc, on verra les qualités essentielles du médium. Donc, c'est un peu complémentaire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre présence, pour vos questions, pour votre participation. Hein. Je vous souhaite là aussi une bonne semaine de Pâques ou des vacances si vous en avez. On va remercier aussi les bons esprits pour cette opportunité que nous avons eue aujourd'hui d'approfondir un peu ces questions fondamentales concernant la médiumnité et les médiums, que nous puissions bien garder ça gravé dans notre tête et dans nos cœurs pour que, voilà, si l'occasion se présente, soit une médiumnité qui nous concerne nous-mêmes, soit le contact avec d'autres médiums, bien faire attention à ces fondements, à ces éléments fondamentaux, pour que la médiumnité puisse être utilisée dans un but utile et ne pas qu'elle soit déviée justement de cette finalité providentielle. Voilà. Merci à tous. Excellente quinzaine et puis à bientôt. Bon dimanche, au revoir. Au revoir. Au revoir. Charles, bon dimanche à tous. Merci à tous. Bon dimanche.